Okay, let's just do it. Can't fit the right. Okay. Here you go. Oh, you put this in the backpack? Yeah, just put it in your pocket. Okay. Okay. Ah oui, mais oui, Ils ont fait l'enduit. Lisa est aussi fan de Est-ce qu'elle en a aussi marre? Pourquoi vous avez marre? Ouais, peut-être. On avait marre qu'elle pleure et qu'elle soit trop elle l'a plus trop. Il y avait un moment parce qu'elle a fini par on était un peu naze et nous sommes restés aujourd'hui. C'était peut-être un peu j'aurais bien aimé aller. Ah bah ça, là elle va partir. Ou Antigone aussi. La place c'est cool. Je sais pas exactement. C'est pour les jeunes qui... Enfin, là, il y a quelqu'un pour le téléphone et là, moi, je donne personne. Ah, ok. Ah ouais? Ah, peut-être. Ah, peut-être que ce siège est vide, en fait. Peut-être que le rouge est vide, mais vous allez avoir le... Maurice? Non, là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Maurice? Maurice? Il n'y a personne là? J'y arrive alors.
Salut Lilian. T'arrives d'outre-mer ou... Grâce à la fin de ce sport que j'ai joué dans cette Justement, c'est une zone qu'elle a suivi en fait, comme il y a pas d'armée. Non, je suis parti vers 17h40. C'est l'armée américaine. T'as fait un beau stuc déjà. Ouais. Après, je prends un temps le midi en général. Donc c'est un peu mon rythme. Ils ont pas. Oui, non, ils ont pas peint encore, ils ont fait l'enduit. Non, c'est la peinture. Là. C'était ce week-end la peinture. Ah, c'est vrai que c'est bien sûr. Ils ont Après, je l'étais. Non, c'est bien. Je sais pas Ça, vous avez fait pour ce que vous avez fait pour le week-end. on est rentré chez mes parents. Donc, oui, tout à fait. Hier et aujourd'hui, là, il y a un passage qui est là. Il est parti là. Bizarre, c'est pas loin. Il n'est pas encore arrivé à Non, il est pas encore Strasbourg, elle est partie à 14h, elle arrive dans 1h. Là, c'est 6h. Tu sais que Sarah, ma collègue, elle doit aller à un village de la France du mois à Strasbourg. Elle est en train de mettre tout très bien en question. Parce que les trains, c'est trop cher. Enfin, c'est pas que c'est trop cher, c'est moins cher de louer une voiture. Plus c'est pratique parce que les mariages, c'est jamais la gare. Et elle est là en mode, mais c'est du temps. Et des gens quoi. Ouais, ça fait un peu, ça se fait bien. Eux, c'est deux, tu vois, ils sont pas 5 minutes là. Bon, après, c'est très vite quand t'es polygard dans la voiture. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, à la fois en termes de temps de conduite et de temps. Et là, 8h à 2, c'est chaud. 8h à 2, c'est chaud. En plus, elle Mais ça, dit, c'est la réception, c'est que 18h30. Carrément, mais la plus qu'il soit là à 14h30 pour la cérémonie du mariage civil, c'est pareil. Enfin, il y a les bras, etc. Qu'est-ce qui va se passer entre 14h30 et 18h30 Mais bon. Et 8h, en vrai, ça fait quel chiffre Tous ces 8 heures, c'est 8 heures sur le GPS, quoi. En vrai, tu fais des pauses et tout. 9 heures. Ah, c'est ça. Généralement, le GPS, il prend en compte. Bon, après, nous, comment dire, Jamais été en avance sur un trajet sur le GPS. nous, si, mais parce qu'on est rodé. Parce qu'on a toujours. Parce que ta mère ne trouve pas la Elle roule pas non plus. Non, mais Elle elle roule à roule. 135. Mais c'est vrai que moi, je roule à ça. C'est vrai que je Moi l'ai aussi, pensé à ça. moi aussi, je roule à 110. Quand je roule à 110, elle dit ah, mais on va jamais arriver, François. Prends-moi le volant, c'est moi qui conduis. Mais ouais, non, en fait, nous, on est toujours retourné en Alsace et on voit à peu près quel que soit l'endroit où on était, entre Paris, la Belgique et le sud de la France, on était grosso modo toujours à 6 heures de l'Alsace. Comme dit mes parents, ils sont là-dessus, quoi. On s'arrête quasiment pas. Vraiment, on fait 2 pauses pipi de 5 minutes, on mange dans la voiture et on trace. Si vous voulez bien, on peut commencer. Voilà. Bon, donc juste pour la Carmagnole, deux mots avant de commencer. Premier mot sur la Carmagnole en tant que telle. Vous avez remarqué en arrivant qu'il y avait une légère odeur de peinture. Donc, ce qui veut dire que les travaux avancent. Vous savez, si vous regardez le plafond, après il va rester l'électricité, plus les parties, la cuisine. Voilà. Mais globalement, nous vous remercions pour celles et ceux qui ont participé aux souscriptions. Les travaux avancent et franchement, on voit le bout arriver là, vraiment. Deuxième chose maintenant plus importante, pour cette soirée, on est quand même très important, ça nous semble très important que
la librairie Bookshop nous ait proposé ce débat. Alors pour nous, c'est doublement intéressant, à la fois parce que, les uns ou les autres, il suffit d'avoir des repas entre amis, rencontrer des amis, où la question de Trump se pose, et avec une certaine perplexité, se demandant où va ce monde, jusqu'où ça peut aller. Et pour ceux qui ont entendu les dernières nouvelles sur l'Iran, c'est quand même assez inquiétant. Mon collègue disait que la Maison-Blanche n'est même cru obligée de dire qu'il n'utiliserait pas la bombe atomique. Bon, donc, prenons la mesure quand même de ce qui est en train de se passer, Donc prendre le temps collectivement, et à mon avis c'est une discussion qui va durer, qui va continuer, parce que comprendre le phénomène Trump, qui n'est pas simplement un type allumé, c'est quand même très, très important. Deuxième chose pour nous, vous savez, on organise des débats et on essaie d'avoir un lien avec les librairies indépendantes de Montpellier. En général, nous travaillons avec Fier de Lettres, avec le Grain des Mots et avec la Cabane. Bon, donc là, on est très honoré de recevoir Bookshop, qui est une librairie anglaise, qui est dans une petite rue très jolie de Montpellier, très connue. Voilà, en gros, c'est quelque chose qui peut se continuer et nous espérons que c'est quelque chose qui aura une suite. Et je termine après. Donc là, il se peut que, évidemment, dans la salle, certains d'entre vous soient anglophones. Donc sachez qu'on a demandé, et on a vu avec lui, la présentation va être en français. Ce qui est le mieux quand même pour la majorité des gens dans la salle. Et si vous souhaitez poser dans le débat qui va suivre après sa présentation une question en anglais, c'est du domaine du possible, ce n'est pas interdit. Et je parle franglais couramment. Voilà. Et bon, voilà pour nous. Sachez que pour la Carmagnole, quand même, c'est un lieu qui nous avons un loyer important. Donc, si vous voulez soutenir et aider la Carmagnole à continuer, à la fin, on verra, il y aura une boîte ou autre qui peut vous permettre, si vous le souhaitez, de soutenir nos activités. Merci. Maintenant, je laisse Salomé à la fois présenter Bookshop et présenter Shell. Bonsoir à tous, et comme vous disait Francis, on est hyper très honorés, très contente vraiment avec maman, ma collègue, de pouvoir faire cette soirée, parce que c'est assez rare pour ceux qui connaissent le Bookshop qu'on puisse à la fois sortir de nos murs et vous proposer une rencontre, un débat avec un auteur anglophone, surtout sur un sujet pareil. Donc on est vraiment ravis de rencontrer et d'accueillir Shell, et en même temps de collaborer avec la Carmagnole sur cet événement. C'est important pour nous aussi de s'ancrer dans la vie communautaire de Montpellier et de tisser des liens avec les associations, avec les lieux qui font vivre et réfléchir la ville. Donc merci à vous d'être venus, merci à la Carmagnole de nous accueillir, et merci à Shell du coup de nous avoir contactés quand ça a venu, et maintenant je vais vous laisser. Merci Salomé, merci Francis. Bonsoir, je m'appelle Sean Dobson, je suis l'auteur du livre récemment publié par l'édition Harmattan, Les origines du trumpisme, son essor et comment le vaincre. Deux grands merci au Bookshop et à la Carmagnole pour avoir organisé cette rencontre et de m'avoir offert l'occasion de discuter avec vous la catastrophe du trumpisme. Et je suis sérieux quand je dis discuter avec vous, parce que j'essaie de tenir mes remarques courtes pour laisser la moitié de notre temps aux questions et à la discussion. Je veux apprendre de votre point de vue. Également, merci à vous tous, le public, ce soir, pour indulger mon français imparfait, mais c'est peut-être précisément ma double position de insider politique américain et de outsider américain en Europe qui rend peut-être mon point de vue précieux pour vous. On peut acheter le livre là-bas, sur la table, et d'abord un peu sur moi, mon parcours. J'ai travaillé dans la Maison-Blanche de président Bill Clinton et pour les campagnes électorales américaines au service des candidats démocrates. J'ai obtenu un doctorat de l'Université Columbia à New York, et je vois mon compagnon de Columbia ici, Sean également, nommé Sean.
avec une spécialisation histoire européenne moderne, avec une spécialisation sur les mouvements fascistes. Maintenant, je suis écrivain, je vis en France avec ma femme, et en fait, nous possédons une petite maison de village, pas loin de Montpellier. Pourquoi ai-je écrit ce livre? D'abord, c'était mon angoisse après la victoire de Trump. Je voulais mieux comprendre cette catastrophe comme première étape pour le mieux combattre. Deuxièmement, j'étais insatisfait face aux interprétations existantes. Tout d'abord, aucun historien compétent n'attribue entièrement le nazisme à Adolf Hitler et le fascisme italien entièrement à Benito Mussolini. Pourtant, jusqu'à présent, trop d'analyses du Trumpisme ont accordé une attention obsessionnelle à la personne de Donald Trump et à ses pitoreries, comme si Trump avait agité une baguette magique et conjuré de nulle part un mouvement de MAGA, Make America Great Again, fort de 80 millions de partisans pour conquérir le Parti républicain, puis la Maison-Blanche, avant de plonger le monde entier dans un chaos. Mon interprétation se concentre beaucoup moins sur Trump que sur ces millions de partisans, car ce sont eux qui expliquent presque entièrement le pouvoir que détient Trump et la résilience dont il fait preuve. En effet, ces gens-là, ces partisans, ils constituaient déjà un phénomène de longue durée dans l'histoire américaine, qui à partir de 2016 n'avait besoin que d'un leader pour instantanément devenir une menace pour la démocratie et l'état de droit aux États-Unis et plus généralement pour le monde entier. Dans le même ordre d'idées, l'historicisme représente un second défaut commun à de trop nombreuses interprétations du Trumpisme. Ces études se concentrent uniquement sur les batailles politiques qui ont eu lieu au cours des dernières années. Les analyses passent donc à côté des racines profondément ancrées dans l'histoire américaine qui expliquent la puissance et la ténacité du Trumpisme. Mon analyse présente les causes historiques du Trumpisme qui restent peu étudiées et qui sont primordiales pour comprendre la menace que ce dernier représente. Ce faisant, je propose un nouveau paradigme permettant de mieux comprendre non seulement le mouvement MAGA, mais aussi l'histoire des États-Unis et la période que traverse actuellement le pays. Cette période peut se résumer ainsi. La politique aujourd'hui aux États-Unis équivaut à une bataille entre les États-Unis du 19e siècle contre les États-Unis du 20e siècle pour s'assurer du contrôle du pays au 21e siècle. Il y avait un autre défaut parmi les interprétations qui m'a incité d'écrire ce livre. Je vois surtout en Europe une interprétation qui se concentre sur le sujet du populisme, en français le populisme, en allemand der Populismus, et ils pensent, ces analystes, ils pensent que le mouvement MAGA est une sorte de soulèvement des ignorants contre les élites culturelles, et c'est une erreur à mon avis, parce que ce n'est pas le trait essentiel. Oui, ces gens-là, ils sont ignorants et stupides, sans doute. Mais le trait essentiel du mouvement MAGA est le racisme, la suprématie blanche. Ça, c'est le trait essentiel. Et d'être aveugle aux profondes racines historiques de MAGA, ces interprétations sous-estiment sa ténacité. Si l'on considère MAGA simplement comme un mouvement de masse de stupidité, alors le mouvement échouera sûrement et disparaîtra bientôt. Et il ne représente donc pas une menace existentielle pour la démocratie et l'état de droit. En réalité, cependant, ce n'est pas l'ignorance, mais plutôt la suprématie blanche, c'est-à-dire le racisme, c'est-à-dire un trait primordial de l'histoire américaine, qui est la caractéristique essentielle de MAGA. Et ce n'est que lorsqu'on perçoit son essence radicalement maléfique que l'on peut trouver la force pour le combattre avec une intensité maximale.
Il faut donc avoir une stratégie à long terme et une stratégie d'intensité maximale pour combattre un tel phénomène parce que le mouvement MAGA va persister en vigueur après la retraite de Trump de la vie politique. Ok, malheureusement, le grand écran, le projecteur ne fonctionne pas. Alors, je vous invite d'utiliser votre imagination parce que le plan de ma présentation est tellement. Première partie, la victoire de Trump mute en réalité. Deuxième partie, les causes de la victoire de Trump. Il y a des causes historiques, il y a des causes modernes, causes immédiates et très immédiates, les campagnes présidentielles. Et finalement, comment vaincre le Trumpisme? Ok. Première partie. Victoire de Trump, mythe et réalité. Trop d'interprétations présentent la victoire de Trump sur Kamala Harris comme écrasante. Ce n'est pas le cas. La victoire de Trump n'a pas été écrasante. En ce qui concerne le vote populaire, Trump n'a pas réussi à dépasser la barre de 50% et n'a battu Harris que de 1,5%. Le résultat de 2024 marque le dernier exemple en date d'une série récente d'élections présidentielles aux résultats serrés. Une tendance qui se reflète dans la bataille partisane pour s'assurer le contrôle du Congrès. La victoire de Trump ne signifie aucunement que le mouvement MAGA s'est vu accorder par les électeurs un mandat pour appliquer son projet extrémiste, et encore moins qu'il y a eu un réalignement partisan. Il y a un autre mythe que Trump a assemblé une nouvelle coalition multiraciale. Ce n'est pas vrai. Le mouvement MAGA reste aujourd'hui ce qu'il était en 2016 et en 2020. Un mouvement de blancs sans distinction de classe ni de sexe et ni de région. Plutôt rural que urbain, mais en tout cas blanc. Néanmoins, la victoire de Trump était inquiétante parce que les démocrates doivent enfin comprendre comment ils ont pu perdre le vote populaire au profit d'un quasi-fasciste répugnant, immoral, décrépit, qui a des difficultés à formuler une pensée cohérente, d'un ancien putschiste, un homme d'affaires qui a fait faillite 6 fois, d'un criminel plus que coupable de 34 chefs d'accusation, d'un prédateur condamné pour des faits de violence sexuelle, d'un escroc, d'un fraudeur fiscal, d'un possible agent du Kremlin, dont le premier mandat a été à l'évidence un échec. En effet, Trump a gagné tous les États pivots, swing states, et aussi parmi beaucoup de groupes démographiques et des régions géographiques. Alors, c'était vraiment une victoire, mais pas une victoire écrasante. Et les démocrates et tout le monde devraient mieux comprendre comment c'était possible. D'où vient la force de Trump? Elle découle de racines qui plongent profondément dans l'histoire américaine. En effet, bon nombre des causes du Trumpisme remontent à l'arrivée sur les côtes américaines des Européens, qui ont apporté avec eux certaines attitudes politiques et les ont ensuite traduites en pratique pendant la période coloniale et avant de les développer et de les complexifier au cours du XIXe siècle. Prises ensemble, ces attitudes et pratiques ont mené à la formation d'un consensus politique et donc gouvernemental américain blanc sans distinction de classe ni de sexe, qui a presque toujours prévalu au cours des 125 premières années de la République américaine. Ce consensus s'est traduit par un républicanisme extrêmement conservateur et belliqueux, voué à une suprématie blanche, masculine et capitaliste. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, à partir de la présidence de Franklin Delano Roosevelt,
jusqu'à celle du président Johnson, alors au milieu du XXe siècle, que ce paradigme a cédé la place à une alternative progressiste. Et l'ancien paradigme, ce que j'appelle l'ancien modèle de gouvernance américaine, l'ancien modèle a commencé à se réaffirmer dès la fin des années 60 et ce retour réactionnaire a finalement atteint son point culminant avec le trumpisme. Alors, quelles étaient les caractéristiques de l'ancien modèle? Numéro 1, la suprématie blanche en Amérique, tant que fait et tant qu'idéologie, et comme les habits neufs de l'empereur, qui est ignoré par trop d'analyses historiques de l'élection de 2024. Depuis Jamestown, la fondation des colonies anglaises, l'expérience politique américaine a été marquée par la suprématie blanche, que ce soit à travers les 300 ans d'une conquête génocidaire des territoires autochtones, les 250 ans d'une version singulièrement cruelle de l'esclavage, 100 ans des lois ségrégationnistes de Jim Crow, et l'actuelle itération de la suprématie blanche avec la piètre application des lois sur les droits civiques, les disparités systématiques de richesse et de revenus entre blancs et non-blancs, la suppression récemment relégalisée du droit de vote en nombre croissant d'électeurs de couleur, les violences policières, etc., etc. Alors, la suprématie blanche persiste aujourd'hui. Au cours de l'histoire américaine, les incarnations de la suprématie blanche ont changé et sont même devenues moins oppressives, mais son existence même n'a jamais été remise en question. Quelle que soit la période de l'histoire américaine, la plupart des Blancs ont toujours voté pour maintenir la suprématie blanche sous la forme qu'elle avait alors. Et on voit cette continuité dans la biographie de Trump. Cette biographie peut se lire comme une ode à la suprématie blanche. Son père, Fred, par exemple, semble avoir été un partisan du Ku Klux Klan. Le père et le fils ont tous les deux été condamnés par le ministère de la Justice pour avoir refusé de louer des appartements à des Africains-Américains. Trump's positionnement à la tête du mouvement raciste Birther, selon lequel Barack Obama serait né à l'étranger et ne serait donc pas citoyen américain, ce qui est faux, naturellement, a fait de Trump un héros national du Parti républicain. La pièce maîtresse de ces 3 campagnes présidentielles a été la diabolisation ininterrompue des immigrants latino-américains. Les électeurs républicains n'ont pas élu Trump pendant les primaires en dépit de son racisme véhément. Non, ils l'ont fait précisément pour cette raison-là. La suprématie blanche qui traverse l'histoire américaine a ainsi porté Trump jusqu'aux portes de la Maison-Blanche. Cela dit, si les États-Unis avaient été une véritable démocratie, Trump n'aurait gagné qu'en 2024, pas en 2016. Hélas, une autre cause historique expliquant la viabilité du trumpisme est une constitution américaine archaïque et antidémocratique, en vertu de laquelle les élections présidentielles sont décidées non par le vote populaire, mais par un collège électoral qui favorise les électeurs ruraux par rapport aux électeurs urbains, et donc les républicains par rapport aux démocrates. Un autre trait de l'ancien modèle et donc aussi du trumpisme est une attitude laxiste à l'égard de la criminalité blanche. Parmi les blancs défavorisés, cette attitude s'est manifestée le plus clairement par la pratique très répandue des bandes autonomes de colons blancs armés accaparant les terres autochtones en tuant si nécessaire pour en prendre le contrôle. Et ce presque toujours en violation des lois et des traités de distance. Parmi les riches blancs, la criminalité s'est manifestée le plus clairement à Wall Street,
ainsi que par l'accaparement des terres par des barons voleurs au détriment des populations autochtones dans les territoires des États de l'Ouest au cours du 19e siècle. Un autre trait de longue durée de l'ancien modèle et aussi du trumpisme est l'anti-intellectualisme. Tout chez Trump crie au bouffon, la grossièreté et l'incohérence de ses déclarations, son apparence ridicule, son aversion pour tout texte écrit, sa dépendance totale à l'égard de Fox News pour s'informer politiquement, son ignorance des faits les plus élémentaires de l'histoire, son philistinisme. Les étrangers expriment leur étonnement à l'idée que les électeurs américains confient le poste le plus important du monde à un tel idiot. Pourtant, l'anti-intellectualisme, la cinquième cause historique du trumpisme, occupe une place centrale durable de la vie américaine. Il garantit que des dizaines de millions d'Américains considèrent l'idiotie de Trump comme une vertu, comme une preuve d'authenticité, comme un antidote sain aux arrogants experts et autres élites culturelles. Trop d'analystes décrivent la politique étrangère de Trump comme isolationniste. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Au cours de son premier mandat, il a maintenu les troupes américaines en Afghanistan et en Syrie. Dès qu'il a remporté les élections de 2024, il a commencé à menacer de mener des actions militaires contre le Panama, le Danemark-Groenland. Il a attaqué Venezuela. Il a proposé de nettoyer les 2 millions d'habitants persécutés de la bande de Gaza, etc., etc. Et maintenant, nous voyons la guerre en Iran. En politique étrangère américaine, l'unilatéralisme est vraiment le mot juste pour décrire cette attitude. Pas isolationnisme, mais l'unilatéralisme. C'est une tradition très longue qui a commencé avec le président Washington, qui a donné l'avis contre l'enchevêtrement des alliances, le Monroe Doctrine, et cette tradition a justifié des guerres ininterrompues, surtout contre les nations autochtones à l'ouest des Appalaches, la guerre de 1812, la guerre américano-mexicaine, l'expédition de Perry au Japon, la guerre hispano-américaine, les motifs d'intervention militaire en Amérique centrale, la guerre de Corée, la guerre de Vietnam, la guerre d'Irak et maintenant la guerre d'Iran. L'unilatéralisme n'était pas seulement une politique militaire. Jusqu'en 1946, c'était aussi la politique commerciale la plus protectionniste de tous les pays occidentaux. Quel que soit le moment au cours des 125 premières années de la République, les caractéristiques politiques de longue durée des Américains blancs examinées ci-dessous, indépendamment de leur classe ou de leur sexe ou de leur parti, ont prédominé et prises ensemble ont formé ce que j'appelle l'ancien modèle de gouvernance américaine. Un paradigme équivalent à une république belliqueuse extrêmement conservatrice, vouée à la suprématie capitaliste blanche et masculine. Alors, cet modèle, l'ancien modèle, enfin a commencé un déclin au début du XXe siècle. Pourquoi a-t-il cédé la place à une alternative beaucoup plus progressiste, ce que j'appelle le nouveau modèle de gouvernance américaine au cours du XXe siècle? Alors, les Blancs pauvres ont commencé après l'assassinat du président McKinley en 1901. Les Blancs pauvres ont commencé à défier leurs supérieurs à propos des questions d'équité économique. Ce motif de discorde a entraîné une rare fissure dans la solidarité raciale blanche, qui a commencé à affaiblir l'ancien modèle.
bien que les dirigeants républicains, en cédant temporairement à leur base électorale, aient continué à gagner la plupart des élections jusqu'à 1932. La première fissure est apparue lorsque les Blancs pauvres ont, de manière croissante, dénoncé les prix artificiellement élevés engendrés par la promotion des monopoles. Puis, ils ont demandé le démantèlement des douanes excessives pour financer le gouvernement. 4 ans plus tard, l'ancien modèle s'est encore plus affaibli lorsque le président Wilson a abandonné à contre-cœur l'unilatéralisme américain en rejoignant les puissances de l'entente cordiale pendant la Première Guerre mondiale. Une décision prise et approuvée par le Congrès uniquement parce que l'Allemagne avait maladroitement recommencé à torpiller les navires américains au début de 1917. Après la défaite du Reich, Wilson a renforcé la nouvelle politique étrangère multilatéraliste des États-Unis en jouant le rôle principal à la conférence de paix à Versailles. À la même époque, et sous la pression d'un puissant mouvement suffragiste, Wilson a fait volte-face quant à sa position sur le droit de vote des femmes et approuve l'adoption du 19e amendement de la Constitution. Alors, seulement le seul pilier solide de l'ancien modèle après ça était la suprématie blanche. La Grande Dépression a mis fin au projet de politique intérieure d'un ancien modèle manifestement incapable de répondre aux besoins d'une société capitaliste urbaine et avancée. Cet événement a, en effet, permis au Parti démocrate de passer du statut d'opposition minoritaire à celui du parti hégémonique, grâce au vote d'immigrants blancs nouvellement encartés. Pearl Harbor, la Seconde Guerre mondiale et la nécessité subséquente pour les États-Unis d'assurer un leadership mondial pendant la guerre froide ont enterré le projet de politique étrangère de l'ancien modèle. Alors, le nouvel modèle régnant au milieu du XXe siècle en politique intérieure, du New Deal du président Roosevelt à la Great Society du président Johnson, en passant par le Fair Deal du président Truman. Le nouveau modèle, alors en pleine ascension, tendait vers la social-démocratie, même si cette dernière restait imparfaite, ainsi que vers la démocratie multiraciale. En politique étrangère, ce nouveau modèle poussait pour que les États-Unis exercent le leadership mondial contre le communisme au travers d'institutions multilatérales, par exemple les Nations Unies, le plan Marshall, l'OTAN, etc. L'ascension du nouveau modèle au milieu du XXe siècle, sous l'égide d'un parti démocrate hégémonique, a permis aux États-Unis de sortir plus prospères que jamais de la Grande Dépression, de gagner la Seconde Guerre mondiale, de mener le monde libre dans le combat contre le totalitarisme fasciste et communiste, et d'étendre les droits civiques aux minorités et aux femmes. Empêcher les nazis d'aller aux États-Unis quand même. C'est une vérité. Et offrir à son peuple la plus grande prospérité de l'histoire américaine. Ce n'est pas parfait, mais c'était beaucoup mieux en comparaison avec l'ancien modèle. Mais l'ancien modèle, pendant le XXe siècle, n'est jamais véritablement mort. Éclipsé, mais non renversé par le nouveau modèle. Il a survécu sous la forme du, par exemple, America First Committee de Charles Lindbergh, ou des 30 millions d'auditeurs des émissions de radio hebdomadaires du père Coughlin, le prêtre d'extrême droite, du McCarthyisme, de la John Birch Society, de la loi Taft-Hartley, de la défense violente du système de Jim Crow, de la campagne présidentielle de Barry Goldwater en 1954. Ce qui a ramené l'ancien modèle au centre du jeu politique,
Ce sont les politiques promulguées par le gouvernement fédéral au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Ces dernières ont généralement poussé les travailleurs blancs, à la différence des travailleurs de couleur, vers la droite et les ont fait passer de conservateurs traditionnels à réactionnaires. Elles ont radicalisé une classe ouvrière blanche déjà politiquement conservatrice, ce qui a entraîné une radicalisation d'un parti républicain toujours majoritairement composé de ces mêmes électeurs, ce qui, à son tour, a fourni à Trump le véhicule politique dont il avait besoin pour entrer dans la Maison-Blanche. Ces politiques bipartisanes, et ils étaient soutenus par les deux partis ensemble, ces politiques bipartisanes qui a nuit aux travailleurs, qu'étaient-elles? Numéro 1, des guerres presque ininterrompues, merci, dans des coins reculés de la planète, tels que la Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, pour ne citer que les exemples les plus visibles. Les garçons de la classe ouvrière et maintenant aussi les filles servent de chair à canon au seul profit du complexe militaire ou industriel. Le sacrifice inutile de générations et de générations de jeunes pauvres, jamais riches, a rendu audible aux blancs défavorisés la fausse promesse de Trump, dans le cadre de son programme America First, d'éviter de s'engager dans des guerres non provoquées. Deuxième cause, mais cette cause-ci était nécessaire à mon avis. Le mouvement des droits civiques des années 60. Ce n'était pas un hasard si, juste après la promulgation du Voting Rights Act de 1965, les Américains blancs ont rapidement abandonné le Parti démocrate, qui a mené à bien cette réforme. Troisième cause, moderne, du retour de l'ancien modèle sous la forme de Trumpisme, était le néolibéralisme, encore une politique bipartisane, sous la forme d'une déréglementation économique à l'intérieur du pays et d'un libre-échange toujours plus libéral à l'extérieur de ses frontières. Et il faut souligner que les démocrates, eux aussi, ont supporté toutes ces politiques qui ont nui aux travailleurs et à la classe ouvrière. Et maintenant, ils payent pour leur péché. Ok. Le consensus bipartisan néolibéral des élites s'est finalement effondré en 2016 du côté républicain lorsque Trump a remporté l'investiture républicaine sur un programme nativiste et protectionniste, et du côté démocrate lorsque la candidature étonnamment crédible de Bernie Sanders, un socialiste, pour l'investiture démocrate a obligé enfin Hillary Clinton à renoncer au libre-échange et à ses amitiés avec Wall Street. Pourtant, le mal causé par le néolibéralisme, la quatrième cause moderne du Trumpisme, était déjà fait. Au cours des dernières décennies, les inégalités de revenus et de richesse ont grimpé en flèche. Le revenu médian réel des familles a stagné. La sécurité de l'emploi et de la retraite a disparu. La santé publique globale s'est détériorée et les villes industrielles sont devenues des villes fantômes. Pendant 40 ans, les deux partis ont craché à la figure des travailleurs. Les travailleurs blancs leur ont répondu en élisant Trump à la Maison-Blanche. L'effondrement du communisme en 1989 constitue l'avant-dernière cause moderne du Trumpisme. En effet, la conversion du Parti républicain à un multilatéralisme centré sur l'OTAN a été entreprise à contre-cœur, et uniquement pour combattre un communisme athée et anticapitaliste, et non pour promouvoir la démocratie. Une fois les menaces communistes disparues en 1989, avec l'effondrement du mur de Berlin, ce n'était qu'une question de temps avant que la plupart des Américains blancs ne reviennent à l'unilatéralisme
surtout après avoir constaté que le nouveau régime en Russie, l'autoritaire et belliqueuse fausse démocratie du poutinisme, était exactement du même type que celle qu'il veut imposer aux États-Unis. La balkanisation du paysage médiatique constitue la dernière cause moderne du trumpisme. En effet, avant l'essor de la télévision par câble dans les années 80 et d'Internet une décennie plus tard, l'Américain moyen obtenait ses informations politiques dans les journaux et dans les journaux télévisés du soir, les trois principales chaînes de télévision. Ces médias traditionnels n'auraient certainement pas donné à Trump l'immense couverture médiatique dont il bénéficie de la part de la télévision par câble et d'Internet. Et enfin, et maintenant, il faut discuter une question, les causes immédiates du trumpisme. Numéro 1, l'inflation. C'était un produit de la pandémie, ça a frappé le monde entier, mais partout, on a renversé, ou du moins décrédibilisé, les partis en place, de droite, de gauche, comme du centre, dans tous les pays qui ont organisé des élections nationales au cours de ces 4 dernières années. Et Kamala Harris était vue comme la présidente sortante, et les électeurs ont jugé qu'elle est responsable pour l'inflation. Président Biden, lui aussi, il avait fait un rôle infortuné dans tout cela. Malgré sa faiblesse physique évidente, il a refusé de se retirer de la course suffisamment tôt pour permettre aux démocrates de trouver un candidat pour confronter au Trump. Les garde-fous de la démocratie avaient échoué. Par exemple, les rédacteurs de la Constitution ont conçu un moyen de destituer un président, mais jamais dans l'histoire de la République, ce n'était pas possible, et pour une seule raison, impossible. La partisanerie a garanti que c'est impossible de trouver une majorité de 2/3 dans le Sénat pour ratifier une destitution. Ce garde-fou n'ont pas tenu bon. Et enfin, les garde-fous juridiques, eux aussi, ont également échoué. Bien que Trump était un putschiste, bien qu'il était un criminel condamné 34 fois pour chef d'accusation, aucun tribunal ne l'a condamné à la prison, ce qui l'aurait empêché de se présenter à la présidence. Alors, et enfin, la campagne de Kamala Harris était infortunée. Elle n'a pas parlé du tout. Tous les sondages ont montré que le sujet, la question numéro 1 était l'inflation. Mais elle a choisi de ne pas parler sur l'inflation. Au lieu de cela, elle a tenté de convaincre les républicains modérés d'abandonner le parti. Et c'est impossible parce que la base républicaine, ils adorent Trump. C'est un coup de personnalité. C'était une mission impossible. Elle a fait beaucoup d'autres bêtises, mais c'était assurément bêtise numéro 1. Alors, j'ai parlé assez à ce point, mais vous pouvez comprendre comment mon interprétation insiste que le trumpisme n'est pas un coup de hasard. Il a des racines profondément ancrées dans l'histoire américaine. Ça explique sa ténacité. Après 10 ans, tout le monde, Trump est encore là. Hein? Il est encore là. Et le mouvement ne va pas disparaître. Il faut avoir une stratégie à long terme. Et les Européens, les autres démocraties avancées, vous aussi, vous avez un rôle important à jouer. Il faut, à mon avis, que l'Europe développe un exécutif qui peut agir
et formuler une politique plus unifiée, diplomatique et militaire. On espère que les Européens peuvent créer une sorte de contrepoids contre les États-Unis. Vous avez le potentiel de le faire. 400 millions d'habitants dans l'Union européenne, éduqués, riches. C'est possible à mon avis et nécessaire parce que le trumpisme ne va pas disparaître et il faut que les Européens se défendent mieux pour autrement vous serez un jouet entre la Russie, les Américains et la Chine. Ok, peut-être maintenant question, discussion. Oui, monsieur. Comment est-ce que vous expliquez le fait que Mamdani, par exemple, a été élu à New York, alors que quand même, il y a ce socle important qui apparemment vous le définissez comme suprémaciste blanc, etc. Comment est-ce qui porte Trump, etc. Et comment est-ce que vous expliquez que cette rupture ait pu avoir lieu à New York? Oui, les États-Unis est un grand pays, très grand. Et New York est une sorte d'île culturellement et politiquement et hyper progressiste. C'est possible là-bas pour un musulman et un socialiste d'être élu le maire, mais pas dans les autres régions. Alors c'est un grand pays. D'accord, et est-ce que vous avez éventuellement le pourcentage des personnes de New York qui ont voté pour Trump? Oh, c'est minuscule. D'accord. Oui, 10% peut-être. Oui. Oui, moi j'ai une question. Le rôle des évangélistes dans l'élection, le rôle des évangélistes dans les élections de Trump, Oui, ils font une partie importante de sa base, mais ils sont tous hypocrites, évangélistes, chrétiens, et ils votent pour un tel chrétien. Ils sont hypocrites, mais ils regardent Trump comme utile pour pousser leur programme raciste, sexiste et horrible. C'est comme ça. Ces gens sont tous hypocrites. C'est un film célèbre aux États-Unis, Elmer Gantry. Je vous conseille de regarder ce film. C'est un type chrétien aux États-Unis, une sorte d'américain, tartuffe américain, en effet. Oui. On peut revenir sur l'élection de Trump et ces institutions américaines qui ont fait que Trump soit élu. Et quand les démocrates ont été élus président, bon, ils n'avaient peut-être pas la majorité au, je sais pas quelle assemblée, au Sénat ou au truc, mais ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont pas essayé de changer le mode de scrutin des élections américaines. Ensuite, si beaucoup d'Américains ont voté pour le parti des Républicains, c'est également que les démocrates, ils n'ont pas tellement changé la vie politique, la vie économique et sociale des Américains. Et puis il y aura d'autres choses à dire. Les Américains aussi, ils ont aidé les nazis à s'enfuir de l'Allemagne. Ils prennent refuge en Amérique. Oui, à mon avis, il y a... Le concepteur de la bombe atomique aux États-Unis, c'est un ancien. Il a fait partie du programme nazi de la bombe atomique. Et puis j'aurais rajouter. Le problème, il se trouve, il ne faut pas attendre l'Europe. Ce qu'on a vu, c'est que ça donne l'Europe. Ils sont divisés, on est divisés en Europe. Ce n'est pas une Europe unique. On est une Europe, on est des pays avec chacun sa spécificité. On n'arrivera jamais à faire, à part l'économie et la finance. Là, on est arrivé à faire une monnaie unique et la libre circulation des marchandises, des biens et des personnes. Mais des personnes qui ont de l'argent, des friqués, pas n'importe qui. On va en redire. Hein. Cette question m'intéresse. À votre avis, c'est possible pour l'Europe de devenir plus unifiée et
agir avec plus d'efficacité sur la scène diplomatique. On est mal barré, alors, hein. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais Regardez- possible dans l'avenir? Oui, dans l'avenir, oui, mais regardez la répartition de l'Europe. Il y a même une influence très importante de l'administration trumpiste en Europe. Par exemple, sur le parti extrême droite allemand. Sur Orban, il y a Gilles Evans qui vient juste avant les élections qui vont avoir lieu bientôt. Il soutient ici Le Pen et sa nièce maréchale, etc. Donc il y a... Pardon? Mélanie, etc. Il y a une montée des extrêmes aussi en France, et je crois que Trump joue, et son administration joue énormément pour avoir une maîtrise de l'Europe aussi, pour qu'il se calme, ils ne sont pas entre eux. Et pour le moment, les trois pays les plus importants, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ils sont gouvernés par des partis raisonnables, pas totalement de mon goût. Non, pas totalement de mon goût, mais Macron n'est pas de l'extrême droite, par exemple. Non. Et Merz n'est pas de l'extrême Non, droite. mais regardez, Trump, il leur a dit, si vous voulez rester dans l'OTAN, il faut monter vos budgets militaires de 5%, on est monté à 15% pour acheter du matériel militaire américain. Parce que les Allemands refusent absolument de participer à l'avion du futur, au temps du futur, ils le font de leur côté, ils achètent du matériel, comme la plupart des pays européens, du matériel américain. Alors, C'est très séparé, hein? Alors, je vous entends, vous êtes assez pessimiste sur le futur de l'Europe. Hein. Le futur. Oui, madame. Il y a plusieurs raisons. Il y a là-bas, là. Oh oui, ok. Jean-Philippe. Et moi, je veux dire un mot aussi. D'accord. Ok, on a le temps, hein. Vous en voulez pas. Jean-Philippe, tu commences. Après, juste une question remarque. Les deux victoires de Trump, c'est aussi des défaites des démocrates qui ont renversé les choses. Hein, des défaites, c'est des... Non, Hillary Clinton a gagné. Elle a gagné avec 3 millions de votes. Le problème était notre constitution. Oui, mais des défaites électorales quand même, dans les règles qui sont peut-être faussées par rapport à nous. Oui, je l'entends bien. Oui. Mais c'est des défaites électorales. Donc, est-ce que la dimension que ce soit une femme a joué, et puis est-ce que la dimension, c'est l'eau tiède, quoi, Hillary Clinton et Kamala Harris, c'était quand même ce qu'on pourrait qualifier d'une politique de centre-droite, quasiment. Enfin, est-ce que le fait que les démocrates ne soient pas une réelle alternative a joué? Exactement. C'est une cause moderne du trumpisme, que le Parti démocrate a échoué et trahi sa base, en effet, avec le néolibéralisme, hein, des réglementations de l'économie, et maintenant le 1%, il gagne tous les fruits de la croissance économique. à toi. Justement, ça fait la transition sur ma question. Vous avez parlé, en tout cas merci pour votre présentation, vous avez parlé des acteurs politiques. Sous-entendu que ces acteurs politiques sont maîtres du jeu. Vous n'avez pas parlé d'autres acteurs, peut-être moins sur le devant de la scène, qui sont les acteurs de la puissance des gros industriels, de la puissance économique, de la puissance financière, et des acteurs qui ont un pouvoir d'influence et donc qui ne sont pas forcément au premier plan, mais qui ont peut-être un poids beaucoup plus important et qui expliquent une partie des évolutions actuelles. Oui, sans doute. Et malheureusement, je n'avais pas assez de temps pour parler sur ce sujet, mais c'est dans mon livre. Et ça fait aussi une cause moderne du trumpisme. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite sur l'argent dans la politique. Pas de limite. Un billionnaire comme Elon Musk, il a dépensé presque moitié de billions de dollars pour Trump. Billions. Un seul an. Sans limite. Évidemment, ça cause de problèmes. Les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est une plutocratie. Merci. On continue. À toi.
Parce que je ne connais pas davantage. Excuse-moi. Je passe la parole parce que j'ai oublié ma question, mais ça reviendra. Oui, Juste un élément, je trouve intéressant que vous fassiez, disons, apparaître de manière un peu plus importante le suprémacisme blanc, le rôle qu'il a joué aux États-Unis de manière absolument. C'est la cause primordiale de tout. C'est vrai, sur toute l'histoire des États-Unis, sauf peut-être que quand même, Obama, à ma connaissance, n'était pas un président blanc, il était noir et entouré de beaucoup de gens autour de lui. Et c'est quand même lui qui a pris des décisions absolument terrifiantes au niveau, disons, de la politique américaine et au niveau du système américain, en levant le plafond, effectivement, de financement, en dérégulant pour les élections, en dérégulant complètement le système bancaire. Obama? Oui, Obama, oui, l'administration Obama a dérégulé le système bancaire après la crise de 2008. C'est lui qui l'a fait, personne d'autre. Oui. Moi, mon problème, si vous voulez, par rapport à ça, je suis d'accord à 100% avec vous sur la place du suprémacisme blanc aux États-Unis et sur l'histoire. Sur ce qui se passe dans les 20-30 dernières années, disons, le facteur économique et la puissance financière est quand même quelque chose qu'il faut regarder de très près, qui passe par-dessus le suprémacisme blanc, aussi ajoute. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. Oui, tout le monde a pensé qu'Obama, il est noir, il est forcément progressiste. Non. Excusez-moi, quand on lit quand même les livres d'Obama, ce qu'il avait écrit, lui et son épouse, et toutes ces choses-là. Disons, et quand on regarde d'ailleurs un certain nombre d'écrits des démocrates, à chaque fois qu'ils montent dans le système, toutes leurs bonnes idées, belles idées disparaissent. Donc il y a quand même un problème dans le système, dans la mécanique de la machine, qui est quand même à regarder de très près et à approfondir, parce que... Oui, c'est une constitution archaïque, mais aussi manque de contrôle sur l'argent dans la politique. Les deux ensemble, c'est nuisible. C'est une sorte de cancer. Une sorte de cancer. Non, parce que quand vous parlez de l'Europe, le même problème se pose. C'est le fric qui domine l'Europe. Voilà. Et ce que fait la BCE, ce que font les... Et quand on voit par exemple, quand vous prenez l'Espagnol, ce qu'a fait l'Espagne, le média français n'en parle presque pas. Je veux dire, quand effectivement des gens montent contre le système, finalement, style américain, et qu'il y a un pays qui le fait, on n'en parle pas. C'est-à-dire l'Europe, elle est encore sur le tir dans le bon sens. Alors, vous relevez la main parce que, excusez-moi, j'ai Lina et après qui? Daniel. Ah, Daniel. D'accord. Lina. Oui, moi j'ai remarqué que vous n'avez pas parlé des affaires dans lesquelles ce président est concerné, entre autres l'affaire Epstein. Et je voulais savoir, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il y a quand même une situation en ce moment qui est grave, la guerre en Iran, Gaza, tous ces morts, et moi, il me semble que, enfin, je voudrais savoir quelle est l'influence d'Israël par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur Trump, parce que je ne comprends pas pourquoi cet homme que je ne respecte pas du tout, s'est engagé dans ces massacres après l'affaire Epstein, justement, parce que ça tombait bien. Pendant qu'on va faire la guerre, on ne parle plus de ce qui s'était passé de l'autre côté. Et puis, il y avait quand même les visites de Netanyahou, justement, avant. Enfin, on dirait qu'il a été très influencé par Israël. Et là, je voudrais qu'on en parle parce que je trouve que personne n'en parle. Personne n'en parle. Et c'est insupportable. Il y a une organisation aux États-Unis organisation politique, AIPAC, American Israeli Political Action Committee. Et cette organisation a beaucoup de puissance, et beaucoup d'argent. Et c'est difficile à résister à AIPAC. Sans doute, AIPAC influence Trump beaucoup, et beaucoup d'autres politiciens. Et
je ne suis pas un théoricien de complot, mais c'est possible que Epstein était un agent de la Russie ou d'Israël ou les deux. Et il avait amitié étroite avec Trump et collaboré avec les agents d'une puissance étrangère et hostile pour faire des compromis et pressions sur des politiciens, y compris Trump. C'est possible, c'est possible. Mais vous avez des preuves? Quoi? Vous avez des preuves? Preuves? Non, pas de preuves. Et je ne suis pas un théoricien de complot, mais cette affaire Epstein est incroyable. Daniel, et après toi. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'état d'opposition aux États-Unis. En fait, on parle beaucoup du Trumpisme. Le Trumpisme occupe tout l'espace médiatique en Europe, particulièrement aux États-Unis. Je pense que c'est la même chose. Hein, il n'y a pas une journée sans que Trump soit tête d'affiche, on va dire. Donc, l'opposition, là, elle fait quoi? Je veux dire, tout le monde n'est pas quand même à genoux, anesthésié par Trump. Alors, je sais qu'il y a eu des grosses manifestations la semaine dernière, je crois. Oui, oui. Mais bon, à part ça, théoriquement, il se passe quoi? Il y a beaucoup d'énergie dans les rues. Mais le Parti démocrate est... Non, mais le Parti démocrate, de toute façon, je pense oui, pathétique en effet. Mais quand même, je prévois que les démocrates vont gagner les élections l'année prochaine. Cette année. Oh, cette année, oui. En novembre. Ils vont conquérir au moins la moitié du Congrès. Mais ce n'est pas leur efficacité, c'est la catastrophe du Trumpisme qui donne les démocrates une bonne chance de gagner les élections. Alors, bon, je reviens sur, par exemple, au moment de la guerre du Vietnam. On se souvient tous qu'il y a eu des manifestations monstres qui ont vraiment un impact sur la politique. Aujourd'hui, je veux dire, on est en train, ce type-là, il est en train de détruire le monde. Et il y a quoi? Il y a qui? On est, je sais pas moi, il y a un truc qui m'échappe là. Oui, à mon avis, les manifestations sont moins efficaces qu'avant. Dans les années 60, ils étaient très efficaces. Par exemple, Martin Luther King. Mais maintenant, à mon avis, je veux voir que les progressistes aux États-Unis se concentrent plus sur les élections. Mais les manifestations sont utiles, mais ce n'est pas une arme miraculeuse contre Trump. À toi, et après moi je vais dire quelque chose. Vous avez parlé, enfin, vous avez eu une question concernant le rôle des évangéliques dans la vie politique américaine aujourd'hui. Et je cite à titre, et vous avez parlé Les évangélistes. Pas assez de voix pour crier, me faire entendre. Les deux chants ici, les deux chants. Ils s'appellent chant, comme moi. L'Irlande à Montpellier. Ah, ok. Vous avez parlé des évangéliques en disant qu'ils sont hypocrites. L'hypocrisie est un phénomène extrêmement fine, mais j'apporte comme élément de complémentaire à votre moulin le fait que c'est peut-être marginal, mais peut-être pas si marginal que ça. On entend dire chez les évangéliques, et l'évangélisme américain
peut-être même dans le monde entier, c'est plutôt un mouvement politique que religieux. Mais qu'un évangélique pur et dur, confronté au péché réel, avéré, enfin le goût de Trump pour la prostitution, le fait qu'il ait acheté le silence de Stormy Daniels, confronté avec ce type d'évidence, la réponse est très simple. Trump est le pécheur qui va faire venir l'ordre de Dieu en Amérique. C'est l'instrument de Dieu. Il est l'instrument de Dieu. Comme dans la Bible. L'autre chose que je voulais ah oui, je ne me souviens pas d'une loi qui a effectivement. Il y a une série. D'abord, on a aboli le standard. Faites pas le dialogue conforme. Ben oui, Il y a il y a longtemps. Mais c'était une façon de faciliter la spéculation qui est le phénomène majeur de l'économie américaine aujourd'hui. À propos de la question de l'imbrication de Trump dans la politique israélienne au Gaza, enfin un peu partout maintenant, autour d'Israël, Liban, les territoires dits occupés qui sont de plus en plus des Maintenant en Iran, oui, mais et dans tout ce que Bibi veut. Il y a d'autres questions. Oui, d'accord. Encore une fois, c'est peut-être un point apparemment mineur, mais Trump a dit assez clairement, c'est un entrepreneur du bâtiment, il veut construire un Trumpville au Gaza. C'est parfaitement clair. Alors pour lui personnellement, c'est une affaire à prendre. Maintenant, est-ce que pour les États-Unis, enfin, je passe là-bas. Mais quand même, la base républicaine, ils adorent. Et pourquoi? C'est la suprématie blanche. Et puis, les enrichis. Mais la base, ils sont fidèles. Ils sont fidèles à travers les bêtises et les échecs. Mais, moi, non, mais vous cherchez un peu quand même un peu d'optimisme, ce que j'essaie de faire. Non, mais on est tous je suis optimiste, mais il faut avoir une stratégie à long terme et une stratégie avec intensité maximale. Ce n'est pas un coup de hasard. Non, mais bon, on est tous et toutes, je pense, du style dans cette salle, qu'on a une vague mondiale très réactionnaire et qui est proche de l'extrême droite. On fait plein de débats ici sur le fascisme, l'antifascisme. On aurait pu avoir un débat, est-ce qu'il faut caractériser, est-ce que Trump c'est le nouveau fascisme? Je pense que c'est un débat qui s'ouvrira à un moment ou l'autre, puisque c'est une question réelle aujourd'hui. Bon, donc il y a ça. Après, toute cette vague, elle est partout, et y compris les critiques qu'on peut faire aux démocrates, on va les faire à ce qu'on appelle, à mon avis, mal nommés les sociodémocrates ici, qui sont en fait des sociolibéraux. Les vrais sociodémocrates, moi je les respecte, au sens historique du terme, mais ce serait autre chose. Donc on a ça. Alors c'est prendre les choses, comment elles se recomposent, comment elles se font. Bon, c'est quand même considéré que... on a eu pendant très longtemps aux États-Unis Bernie Sanders, mais un peu isolé. Il n'était pas isolé, mais j'essaie de dire. Mais on voit maintenant que, y compris
dans le Parti démocrate avec DSA, je ne prononce pas bien DSA, il y a quand même un courant qui se construit sur des bases plus radicales avec certains succès électoraux. Oui, sans doute. Avec, non, le vent siffle de la gauche maintenant dans le Parti ça, je ne sais pas démocrate. encore. Vraiment. Ça, je sais pas, j'aimerais, j'aimerais, mais je ne le vois pas totalement. Mais en tout cas, pour moi, les motifs un peu d'espoir, c'est de voir que quand même, il y a des débuts, des moments de traduction politique, y compris au sein des partis, et y compris dans la rue, parce que, bon, vu d'ici, mais quand même, bon, le chiffre qui a été donné, c'est 8 millions de manifestants. Alors évidemment, les États-Unis sont un grand pays. En fait, 8 millions de manifestants, c'est déjà pas rien, et y compris avec les débats qui se développent. C'est à partir de ça, et c'est de considérer que... Mais on voit bien les difficultés. Écoutez, moi je vois sur les questions internationales, moi je suis d'une génération où les questions internationales avaient une place centrale, essentielle. Maintenant, on a énormément de mal de faire une grosse mobilisation sur les questions internationales. Et par exemple, sur l'Iran, il n'y a eu que des choses très symboliques qui se sont faites. Voilà. Donc, et sur le Venezuela, avant que d'autres choses apparaissent, il y avait une manifestation à Montpellier, où j'étais avec d'autres, on était 300 ou 400. Bon, je vais dire 100 de plus, si vous voulez. Mais en fait, ce ne sont pas des choses à la hauteur. On a des grosses difficultés. Donc, l'enjeu maintenant pour moi est aussi d'avoir une critique par rapport à tout ça et de valoriser des éléments positifs qui émergent porteurs d'une alternative dans la rue et en termes de projet émancipateur et de projet progressiste. Voilà. Après, je sais pas qu'il y a le vois où, Francis? Tu le vois où, Francis? De quoi? Mais là, quand même, il n'y a pas rien, même en fait, je vais discuter. Moi, je pense qu'il est possible qu'on ait l'extrême droite qui gagne en France, mais la gauche, elle n'est pas morte. Il y a quand même une réalité encore. C'est quoi la gauche? Deux questions très courtes. Est-ce que si les démocrates arrivent à les élections en novembre, est-ce que eux mettraient en place l'amendement 14? Où ils peuvent, l'amendement dans la Constitution, où ils peuvent destituer la personne. Il faut avoir deux tiers du Sénat, c'est impossible. Ok, donc c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il a pu avoir tous ces business, gagner des milliards pour sa famille, pour lui? Or, il y a une séparation. Quand tu es président, tu n'as pas le droit d'avoir des intérêts commerciaux. Oui, le système est cassé, totalement cassé. Et, les institutions démocratiques. Les institutions et les cours, il n'est pas puni dans les tribunaux judiciaires. Et ça, c'est le problème. Oui, le système est cassé. Totalement cassé. Le système était comme ça. Attendez, ça lui, il peut parler. Et après, j'ai une question concernant la base électorale de Trump. Les blancs ruraux, pauvres, qui ont voté pour Trump donc pardon, j'ai une question sur la base électorale de Trump, les blancs ruraux pauvres qui ont voté pour lui, bon, pour des raisons racistes, etc. Aujourd'hui, ces gens, une partie en tout cas, voient leur qualité de vie baisser assez fort. Oui. Est-ce qu'ils vont continuer à soutenir Trump en bloc? Est-ce qu'ils ne vont pas quand même, ou en tout cas une partie, changer d'avis? Non, impossible de les convertir, mais ils sont déçus, et à la prochaine élection, ils restent chez eux. Et c'est bon, c'est parfait, ok? Et les démocrates gagnent, ok? Ça marche. Mais impossible de les convertir parce qu'ils sont tellement racistes et horribles, déplorables. Oui, moi j'adhère assez à l'optimisme que tu exprimes. Mais l'extrême droite fasciste, à mon avis, est quand même le premier ennemi de la République. On a vu comment s'est terminé le premier mandat de Trump par un coup d'État.
Et là, je ne suis pas optimiste par rapport à ça. Et la question que je me pose, c'est dans la Constitution américaine, qu'est-ce qui peut permettre, quels sont les contre-pouvoirs qui permettraient que cette extrême droite ne mette pas à bas la Constitution et la République? Oui, les garde-fous sont faibles et le 6 janvier est la preuve. Hein. Ces gens-là, pas un seul est en prison, hein, pas un seul. Ils étaient putschistes, mais quand même, ils sont libres. Trump a organisé cette tentative, ce coup d'État, il est dans la Maison Blanche. Oui, mais j'entends bien, mais quels sont les contre-pouvoirs politiques, etc., qui permettraient justement que la Constitution de la République ne soit pas mise à bas? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais... en théorie, on a un parti démocrate qui est faiblard. En théorie, le Congrès peut être en contrepoids, mais maintenant, le Congrès est sous le contrôle du Parti républicain. En théorie, les tribunaux peuvent être en contrepoids, mais presque tout le temps, ils trouvent un moyen de donner Trump ce qu'il veut. Alors, oui, le système est cassé. Et pour ça, j'espère que les Européens peuvent maintenant se tenir debout et développer une colonne vertébrale mais tout le monde est pessimiste en Europe, je trouve. Hein? Ok. Réaliste, mais quand même, vous serez en jouer entre les grandes puissances. Alors attendez, c'est ça, j'ai 3 inscrits. Bon, on va faire parler Catherine, là-bas et là. Oui. Non. J'ai des sur les avec ce qu'on est en train de discuter. Est-ce que vous avez aux États-Unis la notion d'inéligibilité? Est-ce qu'un tribunal peut dire Trump n'est pas éligible, même s'il n'est pas en prison? Oui, enfin un garde-fou qui fonctionne. L'amendement numéro 22 de la Constitution est tellement clair qu'il est illégal pour un président de rester dans la Maison Blanche plus que 2 mandats. Et c'est totalement clair. Mais pas pour ça, pas ce qu'il a fait, toutes les choses qu'il a faites, une liste de choses pour lesquelles il a été, aurait pu être condamné, même s'il va pas en prison, est-ce qu'il peut être inéligible? Non. Interdit d'être condamné. Et en France, on a ça. C'est compliqué, mais pendant qu'il est dans la Maison Blanche, impossible qu'il est dans la prison. Seulement après son mandat. Mais c'est très difficile parce qu'il a le pouvoir de se pardonner. Au niveau de la loi fédérale, mais pas au niveau de la loi des États. C'est bien. Catherine. Son but n'est-il pas de créer une guerre civile? Le but de Trump n'est-il pas de créer une guerre civile? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il veut une guerre civile? Oui, probablement. Et malheureusement, les républicains sont armés et les démocrates ne sont pas armés. Mais nous avons la majorité et nous sommes plus riches et plus éduqués. Alors, j'ai confiance que nous pouvons gagner, mais il y aura beaucoup de sang dans les rues. À toi, et puis après, Mais peut-être là où on se fourvoie, c'est qu'on emploie le mot démocratie. En fait, on n'est pas en démocratie. C'est tout simplement ça. Non, ce n'est pas une démocratie. C'est une république conservatrice. Même en France, une république. Plutocratie. Et plutocratie. C'est plus précis. Oui, moi je voulais revenir sur le pouvoir de l'argent aux États-Unis. Elle est très belle la Constitution des États-Unis. Elle est magnifique. Je rappelle quand même que pendant plus d'un siècle, que tous ceux qui ont tenu la tête du pays, peut-être des gens qui faisaient partie des Goldman Sachs et compagnie, en fait, oui. Et
Je veux dire, la Constitution n'a jamais rien pu arriver à faire contre ça. Non seulement elle n'a rien pu à faire, mais elle les a accompagnés, elle les a laissé faire, et toutes ces choses-là. Roosevelt a été un changement, effectivement, un épisode, disons un peu différent dans cette histoire-là. Autour de Trump, ce qui se passe actuellement, c'est pour la première fois, peut-être à la tête des États-Unis, la première puissance du monde, ce ne sont pas les économistes qui sont autour de lui, ce sont des financiers. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. C'est des gens à court terme. Ils veulent de l'argent tout de suite, le plus vite possible. C'est comme ça que fonctionnent les financiers. Ils sont pires que cela, ils sont des criminels. Oui, non, mais les criminels, les financiers sont souvent des criminels en plus. Pas tous, mais beaucoup. Et donc, il y a cet aspect-là. Quand vous parlez de guerre civile, par exemple, moi je ne suis pas convaincu qu'il y aurait une guerre civile aux États-Unis, parce qu'il y a trop de gens qui sont à la tête de ce fric-là, finalement, et qui auraient beaucoup à perdre dans cette histoire-là. Mais par contre, il y a beaucoup de dégâts, c'est sûr, parce qu'ils continuent à vouloir gagner le match. Le retournement des types, par exemple, de toute la bande des nouvelles technologies qui se sont mises autour de lui, est quand même quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire que vraiment le pouvoir de l'argent aux États-Unis, c'est quelque chose d'absolument terrifiant au niveau de la planète. Et par rapport à ça, le problème qui se pose par l'Europe, si on continue à vouloir être un système capitaliste libéral fou, moi je ne vois pas tellement comment l'Europe va être un contre-pouvoir dans tout ça. C'est-à-dire, quand on reprend l'histoire de la montée du fascisme en Allemagne, c'est relativement. Il sert beaucoup de regarder comme cette histoire-là. Le pouvoir de l'argent en Allemagne a donné le pouvoir à Hitler, il ne l'avait pas. Donc, c'est ça qui est en train de se repasser, malheureusement, sur des formes différentes, et qui est en train de se repasser. Je ne suis pas sûr que tout le monde... C'est une intéressante question parce que Wall Street et les banquiers et les grands industriels, d'abord, ils n'ont pas supporté Trump, et très vite, après il a conquis le Parti républicain, il a trouvé un moyen de collaborer avec lui. Exactement comme Hitler en Allemagne, exactement la même chose. Écoutez, je propose qu'on prenne quelques dernières questions, parce que j'ai vu que, comme la salle commence à se vider un peu, il y a tout débat. À mon avis, on en aura d'autres débats sur les États-Unis et le Trumpisme. Non, mais je veux bien. Voilà. Si l'éducation est le moyen pour changer et contrer le racisme, et si l'éducation est sous le contrôle de je ne sais pas qui maintenant, et que les écoles vraiment sont grandesses, comment va-t-on faire pour arrêter cet élément qui est clé au modèle ancien et qui est actuellement? Oui, l'éducation, c'est important, sous le contrôle au niveau des États, par le gouvernement fédéral. Et pour ça, on trouve un système horrible en Texas, en Mississippi, en North Dakota, mais un système assez bon en Massachusetts ou en la Californie. Alors, c'est divers, c'est un grand pays. C'est un peu la racine aussi. Oui, oui. Bien, si vous voulez, bon, nous, je pense qu'on peut... Pour continuer notre discussion, mon adresse mail est Sean Dobson 22 gmail.com. Ok, vous pouvez lui demander. Et de toute façon, il y a le livre. Donc, je pense qu'il est prêt, ceux et celles qui veulent l'acheter, à vous le dédicacer. Voilà. Et nous pouvons continuer, c'est pas fini, hein. On peut continuer à échanger entre nous en buvant un verre ou autre. Voilà. Et Lina est à la porte pour ceux et celles qui voudraient aider la Carmagnole. Voilà. Donc, je vous dis juste sinon, bon, on remercie Michel, on remercie. Nous remercions l'équipe du Bookshop qui s'est déplacée et autres. Continuons, et tout le monde voit bien que la discussion elle n'est pas terminée et qu'il y a des enjeux majeurs et que cette question-là, comme c'est quand même pas une petite affaire, c'est quand même la première puissance au monde. Donc, inévitablement, on aura l'occasion d'en rediscuter à d'autres moments. Je vous dis vite quand même, si vous vous intéressez au débat, la Carmagnole organise ce jeudi soir un débat sur les camisards, avec une autre histoire très importante dans cette région. Nous aurons mardi soir de la semaine prochaine un débat sur l'agriculture paysanne en Chine, les débats qu'il y a autour. Nous aurons le mercredi soir un débat avec le directeur
du monde diplomatique sur Gaza, et le vendredi soir, un débat avec Médecins du Monde sur Big Pharma, la question des médicaments et autres. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez venir. Bon, on peut continuer à boire un verre ensemble et parler. La prochaine fois, on fera marcher. Je sais pas, je pense pas. Ah, tant pis. Attends. Oh, ça marche. Attends. C'est bien, c'est bien. Là, c'est pas bien. Tant pis. Non, non, c'est bon. Oh là là.